Bonsoir à tous. Quelques petits problèmes techniques, vous l'aurez compris, chers amis téléspectateurs, puisque l'émission devrait commencer normalement à 21h. Mais nous avons quelques petits problèmes techniques, je vous le disais. Donc, ce sont des choses qui arrivent, ce sont les aléas du direct. Ravi de vous retrouver, bien entendu, chers amis téléspectateurs, pour cette nouvelle page de C'est le foot, avec comme invité en plateau Catherine Lancry. Bonsoir. Bonsoir. Alors Catherine Lancry, vous êtes naturopathe évidemment et votre présence est très significative au regard d'ailleurs de la situation sanitaire que nous subissons tous et qui fait appel à quelques interrogations liées à notre santé. Je pense notamment au mécanisme de l'immunité, et oui, et en quoi l'alimentation peut-elle la booster ou alors la réduire, des éléments de réponse avec vous dans quelques instants, bien sûr. Merci, avec plaisir. Le championnat de la régionale 1, et oui, première journée, s'est disputé le week-end dernier. Entre le pass sanitaire, les restrictions préfectorales, j'imagine, Lucien Gavani, bonsoir. Lucien Gavani, bonsoir. Bonsoir Richard Etienne. Alors, c'est vrai que vous êtes secrétaire de la Ligue guadeloupéenne de football. Eh bien, c'est souvent compliqué pour vous, hein, je peux le penser, c'est souvent compliqué pour vous de pouvoir maintenir un calendrier à jour. Ça, c'est sûr. N'est-ce pas, Lucien? Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Cependant, nous sommes debout pour tenir le challenge, relever le challenge. On reviendra. Oui, parfait, Lucien Gavani. On reviendra avec vous d'ici quelques instants, c'est sûr. D'accord. Un complexe sportif qui porte désormais son nom. Bonsoir, Michel Kouakou. Je pense qu'il est déjà en ligne avec nous, Michel, mais je reviendrai avec lui d'ici quelques instants. Avec Michel Kouakou, évidemment. Alors, Lucien Galvani, on le sait, la situation, et je le disais, mais elle est extrêmement compliquée. Le monde sportif, comme vous pouvez le constater, rencontre énormément de difficultés. Au niveau du foot, quelle est la situation actuelle? Et surtout en ce qui concerne la Ligue guadeloupéenne de football. Oui. Est-ce que je suis toujours avec Lucien Galvani? Oui, allô? Oui, alors justement, je disais, la situation, on le sait, elle est très compliquée pour vous, la situation sanitaire, certes compliquée pour vous, restrictions préfectorales. Et vous, au niveau de la Ligue, dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment? Écoutez, nous sommes engagés pour faire fonctionner le football en Guadeloupe. Nous avons... Depuis le début de la pandémie, nous avons tout fait. Nous avons mis en place un protocole auquel les clubs ont adhéré, ce qui nous a permis de tenir la saison 2020-2021 vaille que vaille. Et maintenant, la saison 2021-2022, on a dû reporter à plusieurs reprises le démarrage de la saison. Cependant, nous continuons à travailler en dépit des problèmes sanitaires qui s'imposent à nous, en dépit des décisions qui sont prises régulièrement par les autorités préfectorales. Nous nous adaptons. Comme vous l'avez dit, nous avons démarré la saison le week-end dernier, la première journée s'est déroulée. Il y a eu très peu de matchs de reportés. Oui. En fait, il y a eu 3 matchs qui ont été reportés entre la poule A et la poule B. Des matchs qui étaient quand même... Il faut dire qu'il y a des matchs qui étaient programmés pour 20h. On est bien d'accord? Oui, alors au départ, les matchs étaient prévus à 20h30 le soir, en nocturne. Cependant, lorsque le préfet, juste 2 jours avant le démarrage de la saison, a pris la décision du couvre-feu, d'avancer le couvre-feu à 20h, de mettre le couvre-feu à 22h, nous avons dû avancer le démarrage des matchs à 19h15 pour permettre aux joueurs, aux dirigeants de rentrer chez eux après le match. C'est vrai que ça a été fait très rapidement. Je l'ai dit, nous nous adaptons à chaque fois.
dès que nous avons eu connaissance des décisions préfectorales, nous avons pris la décision d'avancer les horaires des matchs. Cela n'a pas plu à tout le monde, mais bon, vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. L'essentiel pour nous, c'était de faire en sorte que les jeunes puissent enfin démarrer leur saison, que les jeunes puissent enfin s'adonner à leur sport favori. C'est ce sur quoi nous avons misé. Oui. Lucien Galvani, vous êtes toujours avec moi? Oui. Alors, oui. Alors, Lucien Galvani, donc, le couvre-feu est avancé à 20h. Là encore, vous êtes obligé, vous êtes tenu de modifier le calendrier et de reporter tous les matchs quasiment à 15h30. On est bien d'accord? Oui, alors écoutez, je disais tout à l'heure là que nous sommes perpétuellement en adaptation. Nous avons dû avancer les heures de coup d'envoi de la première journée à 19h15 et le lendemain, le préfet a pris la décision du couvre-feu, d'avancer le couvre-feu à 20h. Là aussi, on ne peut pas jouer en nocturne, vous comprenez parfaitement, ce qui fait que nous avons décidé en conseil de ligue de fixer toutes les rencontres le samedi après-midi et le dimanche après-midi à 15h30. Cependant, compte tenu du nombre de matchs que nous avons à jouer, compte tenu, parce que la R2 également est en liste, on pense toujours à la R1, mais il y a la R2. Oui. Et prochainement, le week-end prochain, il y aura également la R3. Vous comprenez que pour permettre à tous ces clubs-là de jouer leur match, nous sommes obligés, notamment en ce qui concerne Marie-Galante, nous sommes obligés également, de nous adapter et d'organiser des rencontres le matin, certaines fois. Là, vous parlez du district de Marie-Galante, et on est bien d'accord? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Lucien Calendrier, j'allais dire Lucien Calendrier, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Lucien Galvani, voilà une situation, c'est vrai, qui est compliquée, ça c'est sûr. Et bon, il y a aussi le pass sanitaire pour les joueurs. Dans le concret, comment ça se passe? Mais concrètement, si je vous ai dit que la première journée, tous les matchs se sont déroulés, sauf pour 3 rencontres qui ont été reportées pour cause de Covid, et pas pour cause de problème de pass sanitaire. Les matchs qui ne se sont pas déroulés, ce sont des matchs pour lesquels les clubs se sont retrouvés confrontés au problème de joueurs testés positifs, puisqu'il faut savoir que maintenant on demande aux clubs de tester leurs joueurs dans les 24 heures qui précèdent la rencontre, et ils sont tenus de nous communiquer le jour même, à 20h le soir ou le lendemain matin, pour les matchs qui se déroulent en nocturne, à 8h du matin. Donc, à partir du moment où il y a 4 cas de Covid dans un club, le règlement veut que ce match-là, le match de ce club-là soit reporté. Mais en dehors de cela, il faut dire que jusqu'à présent, l'ensemble des clubs de la R1 ont joué le jeu. Et ils ont été présents, les matchs se sont déroulés et nous avons vu d'ailleurs des matchs de très bonne facture lors de la première journée. D'accord. Nous espérons que cela continuera. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut que les joueurs soient testés régulièrement, surtout la veille des rencontres. Mais pour le moment, cela se passe relativement bien. Nous n'avons pas de gros problèmes à ce niveau. Alors, j'aimerais que vous nous donniez quelques explications concernant d'ailleurs comment je pourrais vous expliquer ça, vos rapports
avec la région qui a mis en place justement un certain nombre de tests, disons à titre gratuit, ça c'est sûr. Et est-ce que chaque club doit être doté de combien de tests à peu près? Alors, écoutez, vous savez, nous sommes en relation avec les autorités d'une manière générale, que ce soit la préfecture ou le conseil régional, le conseil départemental, puisque à partir du moment où il a été dit que les tests seraient payants, nous nous sommes dit que ça peut être un problème économique pour les clubs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une démarche auprès de la région et le président de la région, nous profitons pour l'en remercier, a mis des tests à notre disposition et des tests que nous mettons à disposition des clubs pour leur permettre de faire le test, de procéder à leur test. Cependant, entre-temps, la date de la gratuité a été reculée. Oui. Ce qui fait que, on a des tests qui sont mis régulièrement à disposition des clubs, mais les clubs peuvent, en dehors de cela, aller dans les pharmacies, oui, se faire tester. Ou une infirmière faire des tests. D'accord. Alors, vous avez mis à disposition des clubs combien de tests? Alors, dans un premier temps, on avait mis 25 tests, et puis, mais compte tenu du nombre de matchs, compte tenu de l'arrivée de la R2, de la R3, nous avons diminué le quota en mettant 20 tests à disposition de chaque club. Oui. Est-ce qu'il y a des contestations venant des clubs? Mais écoutez, non, jusqu'à présent, non, nous n'avons pas ce niveau-là des contestations au niveau des clubs. Et vous savez, il y a toujours des mécontents, mais cela ne nous empêche pas de continuer à travailler, de continuer à progresser dans ce que nous avons, dans la mission qui nous a été confiée. Alors vous restez toujours avec nous, Lucien Galvani. On va voir un petit peu les résultats concernant cette première journée de Régional 1, Vito. La première journée en ce qui concerne d'abord la poule A. En ce qui concerne la poule A, alors là les résultats, la Resta qui était opposée à la Gauloise, 0 pour les Restariens. Très bon début en quelque sorte de cette formation pointoise. Le Sporting a été battu par l'Étoile de Monalo 3-2. La Jeunesse Évolution a pris le meilleur aux dépens de l'Arsenal 2-1. Même score pour le Phare face à la Juventus de Sainte-Anne. Dans la poule B, on va voir également les résultats concernant la poule B. Écrasante victoire du CSM aux dépens de l'USR 5-0, 6-0 pour le Sirocco en déplacement face au CA Marquisa, 5-1 pour l'AS Gosier face au CRFA. Et puis le match Racing, USBM, ce match-là a été reporté. Au classement, on va voir tout de suite ce classement. L'Étoile de Monalo est en tête, évidemment avec 4 points en compagnie du Phare de Petit Canal, la Jeunesse Évolution et également la Restar. Et puis à 1 point, on trouve le Sporting qui est 5e, la Juventus 6e, 1 point également pour l'Arsenal 6e, 8e pour la Gauloise, et puis plutôt 7e pour l'Arsenal, 8e pour la Gauloise, et 9e pour l'Amical Club de Margalante avec aucun point puisque cette formation n'a pas disputé de match, de même pour le Stade Lamantinois. Dans la poule B, maintenant, on va voir le classement. La poule B, le Sirocco, 4 points pour le Sirocco, le CSM également l'AS Gosier, puis à la 4e place, on trouve le CERFA, 1 point pour l'USR, 1 point également pour le CA Marquisa, 1 point pour l'USBM qui est 7e, le Racine 7e, plutôt le Racine se trouve à la 8e place, aucun point pour le Racine, de même pour la Jeunesse Évolution et la Solidarité Scolaire. On va disputer évidemment la deuxième journée en ce qui concerne ce championnat de Régional 1 Vito, avec les rencontres que vous voyez sur votre écran, la Juventus de Sainte-Anne qui sera opposée à la Restar. Et cette rencontre se disputera le samedi après-midi, le prochain samedi, à 15h30. L'Arsenal face au Stade Lamantinois à la même heure. L'Amical face au Sporting de Memaro, l'Étoile qui va recevoir le Phare, et la Gauloise sera opposée à la Jeunesse Évolution, mais la Gauloise ce sera le lendemain, dimanche à 15h30. Dans la poule B,
l'USBM face au CA Marquisa. Ce sera donc samedi après-midi. De même pour Sirocco face à l'USR, le CSM face au CERFA, la solidarité scolaire face aux Racines, ce sera le dimanche après-midi, et l'AS Gosier face à la Jeunesse Évolution, ou plutôt à la JSVH, dimanche après-midi. Voilà un peu les différentes rencontres concernant ce championnat de régional 1 Vito. Et puis là, on espère qu'il y aura encore un nombre considérable de buts, puisque cette première journée a été très prolifique en buts. Alors Lucien Galvani, quand on voit ces différentes rencontres, et puis surtout lorsque l'on voit les différents résultats, je le disais tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de buts, tant dans la poule A que dans la poule B. C'est un bon début en ce qui concerne ce championnat. C'est un bon début, mais en même temps, cela démontre une chose. Cela démontre qu'il y a des clubs qui sont déjà prêts et d'autres pas encore. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Il y a des clubs qui ont repris les entraînements avec beaucoup de retard, eu égard à la situation que nous traversons. On était pratiquement dans l'incertitude. Il y a des clubs qui, comme d'habitude, ont continué à s'entraîner et d'autres ont repris tardivement. Ce qui explique certaines fois des scores quand même fleuves. Cela ne veut pas dire que durant toute la saison, on aura ces scores-là, dans la mesure où il y a des clubs qui ont repris les entraînements et qui vont continuer à travailler pour pouvoir se mettre à niveau. Il y a encore un autre phénomène qu'il faut retenir, c'est que certains clubs se sont retrouvés un peu handicapés parce qu'ils ont eu des joueurs et qui ont été testés positifs et qui n'ont pas pu prendre part aux rencontres. Voilà. Alors, Lucien Galvani, on va terminer du reste concernant la Coupe Vive, bien que cela ne fait pas partie directement de la Ligue, puisqu'il y a quand même, je veux dire de la Ligue Guadeloupe de football, je veux parler de la Coupe Vive. Alors, c'était prévu, ou tout du moins c'est prévu, la finale en Martinique à la fin de ce mois-ci. Qu'en est-il exactement ? Oui, effectivement, la Coupe Vive n'est pas organisée par la Ligue Guadeloupe, mais par la Ligue anti-Guyane Foot. Voilà. D'accord. D'après les informations, vous en avez quand même. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, puisque la Ligue Guadeloupe de football est partie intégrante, est partie prenante de l'organisation. Et en fait, comme vous avez dit, la finale devait avoir lieu en Martinique le dernier week-end du mois de janvier. Cependant, le finaliste de la Martinique n'est pas encore connu. Oui. Parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de retard dû à la situation sanitaire de la Martinique. Nous, notre représentant est connu depuis un moment, mais en Martinique, c'est pas sûr. Par ailleurs, la Guyane non plus, pour le moment, ne peut pas faire le déplacement de la Guyane à la Martinique. Oui. Toujours pour des raisons sanitaires. Bien que les finalistes sont connus déjà en Guyane. Oui, ils sont connus, mais cependant, la situation sanitaire ne permet pas le déplacement de l'équipe de la Guyane vers la Martinique. Donc c'est une vraie problématique, cette situation actuellement. C'est une problématique, et comme je vous l'ai dit, c'est une adaptation perpétuelle. Tous les jours, nous programmons des choses. Tous les jours, nous sommes obligés de revenir pour pouvoir nous adapter à la situation et aux décisions qui sont prises. Mais nous continuons tout de même à travailler, puisque nous sommes confiants, nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes optimistes dans la mesure où nous disons que la situation finira par s'améliorer et que enfin le football pourra reprendre. Et je dis, permettez-moi, Richard Etienne, de dire que ce n'est pas le football seulement, mais le sport d'une manière générale reprendra en Guadeloupe. On sait que le Guadeloupéen,
est sportif et le sport nous manque en ce moment. Donc on a besoin que les jeunes puissent se retrouver dans leur sport favori pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être soi-même. Voilà. Merci en tout cas, Lucien Galvani. Il faut garder quand même un peu d'optimisme. Merci d'avoir été en direct dans cette émission pour nous éclairer concernant la situation en Guadeloupe, la situation footballistique en Guadeloupe. Merci encore. Ouais, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Catherine Lancry, je le disais, votre présence, c'est vrai, elle est très significative, en tout cas, au regard de la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est vrai, il y a plein d'interrogations, et ça, on a eu l'occasion de le dire, liées à notre santé. Je pense notamment au mécanisme de l'immunité, par exemple. Et il y a quoi? L'alimentation peut être boostée, selon vous? Eh bien, nous avons la chance d'être en Guadeloupe. Oui. Et donc, pour les sportifs, comme pour les actifs, car la situation en ce moment est tout simplement sportive pour tout le monde. Je pense qu'il est important, effectivement, de mettre l'accent sur la capacité que nous avons à pouvoir gratuitement, en fait, on doit quand même payer pour manger, mais nous alimenter en favorisant des aliments qui vont effectivement booster notre immunité. Et il ne faut pas toujours mettre l'accent, évidemment, sur parfois des aliments qui sont présentés dans les médias comme étant faussement, je dirais, porteurs d'énergie ou qui favorisent tout simplement l'industrie, les industries. Ce que l'on doit retenir d'essentiel, c'est que l'immunité est très importante pour le corps humain. Tout à fait. Et pour le sportif, d'autant plus. L'immunité, donc, ce sont les mécanismes de défense que le corps humain peut mettre en face de situations tous les jours, de toute façon, parce que tous les jours, nous résistons à tout ce qui est bactéries, germes, virus, champignons, etc. Et surtout contre les substances étrangères. Oui, c'est ça, exactement. Oui, donc oui. Tout ce qu'il y a dans l'air, etc. On dit qu'on chope le cancer, mais on devrait se réconforter en sachant que nous résolvons en nous-mêmes, chaque jour, plusieurs cancers sur des organes. Donc pour qu'un cancer se développe, il faut quand même vraiment beaucoup de facteurs. Ces facteurs-là, on peut les réduire, évidemment, et donc augmenter son immunité. Notre immunité, elle dépend vraiment beaucoup de notre alimentation. On met l'accent aujourd'hui sur le fait que, là, par exemple, on sait depuis longtemps, depuis les premiers virus de la gastro, par exemple, on sait que les laitages de vaches sont à éviter. C'est pas le moment pour les sportifs d'aller vers les yopes. Pas du tout. Aller vers les fruits, les jus de légumes, les smoothies, rajouter du moringa, mais prenez des noix, des oléagineux. Si vous allez dans les décathlons, etc., ne prenez pas les barres chocolatées au lait, mais les barres chocolatées au chocolat noir. Allez vers les farines sans gluten qui vous éviteront des ballonnements, etc. Ici, il y a tout ce qu'il faut en Guadeloupe, c'est magnifique. Donc aussi bien les farines de fruits à pain qui contiennent des sucres lents. Donc le matin, pour le petit déjeuner du sportif, on peut mettre une protéine, qui peut être un œuf, qui peut être du poisson. Il y a le féroce qui est quelque chose de traditionnel, qui est diététiquement magnifique, féroce végétarien ou féroce avec poisson. On peut faire des tas de choses ici en Guadeloupe. On a vraiment une chance extraordinaire d'avoir des fruits et des légumes à volonté, et des fruits et des légumes de qualité qui nous offrent le zinc, la vitamine D et la vitamine C à profusion. Donc là, ça va être les oranges, profitons-en. Donc voilà, et vraiment, sachons remonter notre immunité en faisant attention au sucre rapide, évidemment. C'est le moment d'aller faire ses gâteaux soi-même, avec des farines demi-complètes. Oui. C'est le moment de regarder du côté des Indiens qui nous ont apporté des plats comme par exemple le dal, qui est végétarien, mais qu'on peut accompagner d'un poisson ou d'autre chose, c'est-à-dire l'association d'un amidon, donc des lentilles par exemple, avec soit un légume pays, racine, igname, patate douce ou pomme de terre, soit du riz basmati plutôt complet que blanc. Et là, on va avoir quelque chose de magnifique pour tenir le coup, et on va être en forme, et notre intestin ne va pas être... L'intestin, c'est la paroi de l'immunité aussi, enfin un des piliers de l'immunité plus exactement.
et il faut éviter tout ce qui va le fâcher. Oui, mais justement, vous m'avez devancé, je m'apprêtais à vous poser la question, à savoir quels sont véritablement les aliments qu'il faut éviter vraiment de prendre. Les sucres rapides, Oui. les laitages trop gras, surtout ceux de vache. Il faut retenir que chèvres et brebis, de toute façon, sont beaucoup plus maigres. Et donc, si on tient vraiment à la vache, prenez des parmesans plutôt que des gruyères râpées. Évitez les pizzas, quoi. Évitez les McDo. Pour le sportif surtout, bon, on le sait, hein, les plats de pâtes... Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et si on habitue les enfants à manger des choses demi-complètes, mais ils y trouvent goût, parce que c'est vraiment bon également. Hein. Donc un bon plat de pâtes demi-complète avec de l'huile d'olive et une bonne sauce pays, c'est nettement meilleur qu'avec du fromage râpé. Et du coup, ça va permettre une immunité qui va commencer à grimper. Donc on va mettre de côté tout ce qui est évidemment soda, etc. On va aller vers les jus de pays non sucrés. On fait très attention aux apports de sucre qui nourrissent les virus et les bactéries. Donc ça, c'est très important. Laitage, virus s'en nourrissent et s'y reproduisent à foison. Donc voilà. Vous restez toujours avec nous, bien entendu, Catherine Lancry. Mais nous partons justement à la rencontre d'un grand sportif, en l'occurrence Michel Kouakou, qui est en direct avec nous. Bonsoir Michel. Michel Kouakou, bonsoir. Oui, bonsoir M. Etienne. Bonsoir Michel Kouakou. Alors, un complexe sportif qui porte désormais votre nom du côté de Saint-Claude. Donnez-nous des précisions et puis surtout, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ça évoque une fierté, une grande joie, une satisfaction et une reconnaissance du peuple guadeloupéen. Je suppose que j'associe tout le monde à cette inauguration, parce qu'il faut l'avouer, sans l'apport de tout le peuple, tous les joueurs, tout ce que j'ai pu jouer avec, je ne serais pas à ce niveau. Et je remercie tout le monde, ainsi que la région, le département, d'avoir voulu bien qu'un complexe sportif porte mon nom. Que de grandes personnes, de grands noms que vous avez rencontrés, on vient de vous voir justement avec le roi Pelé, par exemple, Michel. Oui, ça c'est ma dernière sélection. Il me semble que j'avais à peu près 32 ans. Et puis on avait remporté le tournoi de la Jamaïque, le tournoi de la Caraïbe. À cette époque, comme on n'était pas une nation, on ne pouvait pas aller plus loin. Et j'avais été sacré meilleur gardien de la Caraïbe pour ma dernière sélection. Alors, Michel Kouakou, c'est vrai que vous avez commencé très jeune votre carrière, dès l'âge de 15 ans. Et vous avez terminé à 43 ans, c'est vrai. Et oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, effectivement. Mon hygiène de vie me l'a permis aussi. Je crois que quel que soit le joueur, quel que soit le sportif qui veut arriver à un niveau, maintenant, il y a un moment où je voulais s'arrêter. Et je me suis arrêté. Même si je suis très sollicité par moi. Maintenant, il est évident qu'on n'a rien sans peine, et rien sans sacrifice. Et puis, comme je dis, j'ai pas été seul dans tous mes rêves. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu des entraîneurs qui m'ont accompagné, tous les entraîneurs de financiers m'ont accompagné et m'ont permis d'évoluer. Alors, vous êtes âgé aujourd'hui de 60 ans, mais vous êtes resté quand même plus de 20 ans au niveau de la sélection. Et vous avez quand même quelqu'un que vous gardez en mémoire, puisque c'était en quelque sorte votre rival, est-il besoin de le préciser? Il s'agit donc de Joliet, Gervais Joliet. Oui, effectivement, Gervais était pour moi un exemple. J'étais beaucoup plus jeune que lui. Avant Gervais, quand même, il y avait Camille, donc moi, c'était un modèle. Hein. Oui. Techniquement, c'était un des meilleurs gardiens de la Caraïbe. Il y avait également Serge Jean-Casse, mais bon, au modèle, vraiment, c'était Camille. Et puis après, j'ai découvert Pif, dit Joliet. Quand il revenait du bataillon de Léville, c'était la concurrence entre nous deux, une concurrence saine, et cela m'a permis d'évoluer, de progresser énormément. Dès l'âge de 17 ans, vous avez obtenu votre première sélection, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, contre l'équipe espoir en équipe espoir de la Guadeloupe, on a joué contre Platini, Touré, un certain nombre de joueurs qui étaient venus ici, à Pointe-à-Pitre. Et puis
m'avait permis de comporter déjà de me comporter comme un joueur de talentueux. Oui, et puis partout où vous êtes passé, ben, c'est vrai que vous avez été quand même quelqu'un qui a été très apprécié, notamment avec l'Arsenal, la Gauloise, et j'en passe, le Racing, et puis également le Cinoir. Et vous avez été... Voilà. Et vous avez été... Le Cinoir était mon club formateur. Oui. J'ai passé plus de 20 ans au Cinoir. Après, j'ai rejoint la Gauloise, où j'ai passé de bons moments. L'Arsenal Club, le Racing, la JSS. Dans tous ces clubs, j'ai gagné des types en double. Et puis, c'était, comme je dis, j'ai eu aussi l'apport de joueurs de bonne qualité qui m'ont permis de remporter également ces titres. Parce que seul, je ne pouvais pas remporter ces titres. Il y avait de grands joueurs. Oui. Il faut que les gens sachent qu'en Guadeloupe, il y a eu de grands joueurs, il y a encore de grands joueurs. Oui. Alors, et l'apothéose pour vous, c'était tout simplement en 2012 avec la JSS, votre dernier club. C'était ma dernière année, en 2012 avec la JSS. Je faisais le bon. Il y avait mon fils, il y avait... je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. En fait, on était 3 gardiens. Et petit à petit, je me suis effacé. J'ai dû faire un seul match, mais malgré tout, j'étais là pour les accompagner, pour passer le relais, comme on l'avait fait pour moi. Oui. Alors, justement, pour revenir un petit peu, Michel Kouakou, à cette récompense, ou cette distinction pour vous, quel a été votre ressenti? Est-ce que vous vous êtes dit, mais voilà, au moins ils ont reconnu, ils ont su que j'ai fait quelque chose, que j'ai fait quelque chose dans le football? Non, je n'ai pas évoqué, je n'ai pas eu ces idées. Déjà, c'était une fierté pour moi. Oui. Je ne m'y attendais pas, je pensais que j'arrivais. Et puis, je me suis réveillé, c'est une réalité. Donc déjà, avoir cet honneur de mon vivant m'a touché. Et je remercie également tous ceux qui ont pensé à moi, notamment la région, le département. Comme je vous dis, c'est un tout, c'est le peuple guadeloupéen qui a participé avec moi. Les fois que les gens venaient au match, mes supporters, enfin toute la Guadeloupe. En tout cas, merci Michel Kouakou pour ce direct. Merci déjà pour tout ce que vous avez fait pour le football guadeloupéen et ce que vous continuez à faire, puisque vous me disiez qu'avec votre frère, à savoir Rodolphe, vous aviez l'intention, je crois, d'ouvrir une école de football, c'est bien ça? Oui, c'est un projet, mais comme je vous dis, je vis sur une île à terre de bas, oui. Pour l'instant, où j'ai refait ma vie. Donc, je laisse le temps au temps, et puis après, on verra. En fonction de la crise sanitaire, de beaucoup de choses. La vie n'est pas facile actuellement. On verra comment évoluer les choses. Mais je reste disponible pour tout le monde, pour tous les jeunes qui voudraient que je leur apporte un plus. L'idée pour vous, c'est de permettre aux jeunes de progresser, c'est ça, dans le foot? Tout à fait, parce que j'ai un fils en métropole. Il poursuit sa route tranquillement, et même s'il n'est pas dans le grand club, mais souvent il m'appelle pour les conseils, et puis il fait encore avec ma pratique et mes conseils. Merci infiniment, Michel. Merci. C'est moi qui vous remercie infiniment. Voilà. Et je dis à toute la Guadeloupe, le complexe leur appartient, et j'espère que ce complexe sera en bon état. Merci encore. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Alors Catherine Lancry, c'est vrai que c'est agréable d'apprendre ce que ce monsieur a fait justement dans le football guadeloupéen. Tout à fait. Et j'imagine qu'il a justement dû lui-même préserver son immunité, ce monsieur Kouakou. Donc bonsoir monsieur Kouakou. Et j'imagine en mangeant local. Justement, je voulais apporter une petite précision pour... parce que j'ai beaucoup parlé de fruits et de légumes, et je pense aux personnes en Guadeloupe, sportifs et actifs, donc, qui se demandent si manger beaucoup de fruits et légumes avec la chlordécone, c'est très indiqué. Je conseille vraiment, vivement à chacun, si on se met à manger local, ce qui est vraiment bien mieux que de manger McDonald's, évidemment, c'est la palissade, mais enfin, c'est quand même important de le rappeler, de pouvoir faire une semaine par mois, par exemple, une petite cure de plantes à chlorophylle. Alors, la Guadeloupe nous en offre un, c'est le moringa, dont j'ai déjà parlé il y a quelques
quelque temps ici même. Oui. Et on peut également prendre de la chlorophylle sous la forme de la spiruline. Il existe une spiruline guadeloupéenne que je recommande à tout le monde et qui est très délicieuse en paillettes, enfin, il est facile de voir. Et qu'on peut trouver facilement. Qu'on peut trouver facilement dans les magasins bio, elle est bien distribuée, je la recommande, elle est délicieuse. Et donc toutes ces plantes à chlorophylle, je vous le rappelle, détoxinent des métaux lourds, donc peuvent détoxiner également de tous les produits chimiques. Bon, je ne parlerai pas des injections, mais bien sûr c'est sous-entendu, des produits, des effets secondaires. On n'est pas là du tout pour arbitrer un débat qui est compliqué, mais au contraire pour essayer de réunir les gens. Et donc dans cette lutte pour la liberté et pour la Guadeloupe, qui justement fait office aujourd'hui, je trouve, d'exemple. Donc je dirais qu'aujourd'hui, sur la terre de la Guadeloupe, on nous offre tout pratiquement pour soit ne pas tomber malade, soit, si la maladie est arrivée, pouvoir se guérir. Et se guérir avec des traitements qui sont soit, quel que soit le choix qu'on ait fait, soit éviter les effets secondaires, donc soit carrément prendre un traitement alternatif. Donc soutenir son immunité aujourd'hui, c'est possible avec l'alimentation et on peut complémenter avec des plantes à chlorophylle. Le moringa, on peut en mettre quand on en a dans son jardin ou qu'on connaît quelqu'un qui en a. On peut saupoudrer dans l'alimentation, c'est délicieux. On peut en mettre dans ses smoothies. C'est vraiment une façon saine d'habituer toute la famille à soutenir son immunité. Donc voilà. Parfait, merci Kathleen. Catherine. Il fait partie de la génération de Marius Trésor, Antoine Noyon ou encore Alex Edmé. Il faisait la fierté, c'est vrai, du Cygne Noir à l'époque et de la Guadeloupe. Que sont devenus nos champions? Les images sont signées Daniel Eraville. Le Crêpes Antilles-Guyane, lieu symbolique pour les athlètes. Mission principale, la formation et la préparation des sportifs de haut niveau, sans oublier l'organisation des formations professionnelles dans le domaine du sport. 56 années d'existence qui a vu passer plusieurs générations. Bonjour Julien Pommeleur. Bonjour Richard. Alors tu as tenu absolument à répondre aux questions de C'est le foot dans ce lieu mythique. Pour quelle raison? Oui, parce que j'admets que j'ai pratiqué le football pendant une bonne quinzaine d'années, et que je pense que nous pouvons échanger à propos du football que nous voyons actuellement et le foot que nous avons, comme nous, je dis nous parce que il y a plusieurs générations. Moi-même personnellement, j'ai connu 3 générations. Et il y a une différence. Je pense qu'on aura le temps d'éclaircir, de bien, comme dirais-je, essayer à chaque moyen de trouver les gros plans qui ont changé. Alors, une carrière footballistique longue de plus de 15 ans, qui a commencé quand et justement? Alors, je suis arrivé dans le foot à l'âge de 13 ans. Et j'ai quitté le foot à l'âge de 28 ans. J'étais encore à la sélection de la Guadeloupe. C'est jeune quand même de quitter le foot à 28 ans. Voilà. Oui, effectivement, j'ai quitté le foot parce qu'il y avait un choix. Et le choix, ça me donnait la possibilité de prendre la direction d'une agence bancaire, ou bien de continuer à jouer au ballon. Quand on a la responsabilité d'une agence bancaire, on peut difficilement faire les deux, aller jouer au foot et par exemple, quitter le travail à 6 heures pour aller s'entraîner. Alors, dans ta carrière, c'est vrai, tout le monde le sait, il y a eu évidemment le Cygne Noir, mais tu avais la possibilité de jouer à un autre niveau, au niveau professionnel. Pourquoi tu n'as pas choisi une autre option? Alors, je suis issu d'une famille nombreuse. Une famille nombreuse de 11 enfants. Et mes parents ont divorcé, j'avais l'âge de 10 ans. Et je suis le 4e enfant de cette famille de 12 enfants. Et il était pour moi très important d'organiser ma vie. Et en fonction de ma maman qui s'est occupée de nous pendant cette période-là. Et c'est pourquoi je te dirais même que je n'ai même pas fait le service militaire
un peu à cause de ça. J'étais apte, mais j'ai bénéficié de soutien de famille à l'époque, parce que je suis resté là pour effectivement donner un sérieux coup de main à mon maman qui devait assumer les 11 autres. Les 11 autres, tu me parles effectivement de professionnalisme. J'ai eu à plusieurs reprises de propositions, ne serait-ce qu'en 1974. Je suis parti avec la sélection de la Guadeloupe pour jouer un tournoi international à Roubaix. Je crois que c'était en avril 1974. Et depuis là, j'ai eu des propositions. Mais 1974, ça me faisait déjà 19 ans et j'avais déjà 2 années de travail. Et à mon retour, je suis allé voir mon patron et je lui ai dit voilà, j'ai une proposition pour jouer au ballon et ça se présente de telle façon. Et je me souviens à l'époque, il m'avait donné comme exemple un joueur que nous connaissons qui est déjà décédé, c'est notre ami Alain Grando, qui travaillait effectivement dans cette banque et qui avait laissé son travail pour faire un essai et ça n'avait pas marché. Et ça avait fait tilt. Et la deuxième raison, le Signal est parti, nous sommes allés jouer à Aix-en-Provence en janvier 1973. Et j'avais rencontré Marius Trésor, qui venait de signer à Marseille, à l'époque. Et j'ai eu la chance de m'asseoir à côté de lui lors du dîner, parce qu'il nous avait invités à dîner à l'Olympique de Marseille. Il nous avait reçus et j'avais échangé avec lui. Et la première chose qu'il m'avait dit, c'est que le seul problème, il faut bien faire attention en faisant le choix. Je lui avais parlé de ça. Et il m'a dit de faire attention parce que c'est la blessure. Et c'est là, ça a fait tilt. Je me suis dit, attention, si je me blesse... Oui, tout est fini pour toi. Ouais, c'est fini, quoi. Alors, je suis rentré et depuis, j'ai mis une croix dessus et j'avais plus envie de jouer. Mais je dois dire que si je voulais faire du football mon métier, depuis 1974, je crois que je serais parti, mais je n'aurais jamais osé laisser la famille ici, comme ça, sans dessus. Alors, autre chose, il faut préciser aussi, et ça me paraît très important, à cette époque-là, j'ai eu plusieurs propositions, mais à aucun moment on n'a jamais parlé d'argent. Ça, c'est important. Maintenant, j'entends... On parlait que de foot. Que de foot. D'accord. Alors, Julien Promeneur, c'est vrai, la sélection de la Guadeloupe a été un moment privilégié pour toi à l'époque. Ça, je le sais. Qu'est-ce que ça représentait, je veux dire, le symbolique pour toi? La sélection de la Guadeloupe, c'était une récompense. C'était une récompense pour le travail que je faisais. Je me dépensais énormément, je faisais des sacrifices. Pendant combien d'années que tu as joué avec la sélection? J'ai joué au moins 10 ans. J'ai toujours été sélectionné, toutes les catégories. Quand je suis arrivé cadet, junior et senior, j'ai toujours été sélectionné. Quand j'ai quitté le football en 84, j'étais encore sélectionné. Je faisais partie de la sélection. Oui, alors dans cette sélection, c'est vrai, je pense à quelqu'un qui a joué avec toi. Je veux parler d'Antoine Noyon. Et vous formiez à l'époque véritablement la paire. Oui. La paire, parce qu'Antoine Noyon, et c'est vrai, quand tu dis la paire, c'était effectivement ça, puis c'est un moment, on a joué 4-2-4. On a joué 4-2-4. Antoine, c'était un demi-tournant, on appelait ça à l'époque demi-tournant, qui jouait après le 10, légèrement décalé, et lui, son rôle, c'était d'amener l'attaque. Et moi, le 6 que j'étais, un demi-défensif, on appelait à l'époque, demi-défensif, c'était de récupérer le ballon et de transmettre. Et c'est là qu'Antoine Noyon, et je veux rajouter mon ami Michel Erem, ici on était 3, et ces 3-là, sincèrement, et je le dis là maintenant, que s'il fallait aller chercher des joueurs à métropole pour nous remplacer, ça aurait été difficile là. Parce que je crois qu'on a fait de bons matchs. D'ailleurs, il y a un match qu'on a pratiquement dominé à Kingston, en Jamaïque. La Jamaïque, on a battu la Jamaïque 2-1. Et on est allé battre la Martinique aussi, à l'époque.
Mais c'était une bonne équipe. Non seulement ça, mais on jouait du beau football. Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on entend tout ce qui se passe dans le foot? Est-ce qu'il faut revenir aux bases de préparation physique et technique, comme cela se faisait à ton époque? Et à mon avis, c'est à la base qu'il faut reprendre. Il y a une chose que je répète depuis quelques années, le petit qui démarre au foot, il faut qu'il ait de bonnes bases. Si il n'a pas appris à contrôler un ballon, s'il a 10 ans, 13 ans, il ne sait pas contrôler un ballon, c'est pas à 15 ans, 16 ans, il pourra contrôler. Il faut, et je me dis que il faut qu'à l'école de foot, que les gens travaillent plus sérieusement, contrôlent. Il y a une chose qu'on voit très rarement, les contrôles de la poitrine en pleine course. Moi, je ne vois plus ça. Peut-être que c'est pas parce que je vois un match. Contrôle une passe de l'extérieur. Nous, plusieurs volets. On ne va pas ça suffisamment. Quand je parle de plusieurs volets, acrobatiques. Hein? Ça, c'était... Aller chercher le ballon. Aller chercher le ballon. Et c'était Gilles Bévert. C'était l'histoire pour ne citer que cela. Ouais, hein? Alors, Julien Promeneur, on arrive quasiment au terme de cet entretien. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à cette jeunesse qui te regarde en ce moment? Alors, j'ai beaucoup de choses. Si tu permets, je ne sais pas combien de temps on a pour parler de ça, mais ça me paraît important. J'ai constaté aussi que les jeunes d'ici qui ne bossent pas et qui vont en France, ils veulent directement jouer en première division ou en deuxième division. J'ai constaté qu'on pouvait très bien aller en France, parce que j'ai eu cette proposition-là aussi, mais je travaillais déjà, de travailler, on te donne ton travail. Enfin, quand tu dis en première division, Ligue 1, Oui, je vois Ligue 1. Oui, oui, Ligue 1. Et j'avais des propositions, on me disait, voilà, on te donne un travail et tu joues. Tu touches ton salaire et on te donne X euros par match. Mais ce n'est pas la peine de gagner tout de suite des dizaines de millions par match, mais j'ai l'impression que les jeunes d'ici ne sont pas informés de ça. Oui. Le FAC Football Artistic Club a été créé en février 1986 par Jean Benoît. Et je me souviens encore au moment où j'ai rapproché et Jean m'a appelé pour me dire Julien, on va former une équipe, une association, il m'expliquait comme quoi ça regroupait tout le monde. Et je venais rapprocher, je ne voulais pas, mais il m'a cité Noyon, il m'a cité Rem, il m'a cité Roland Bozor. Et effectivement, on s'est retrouvé avec un tas de joueurs et souvent des joueurs qui étaient les capitaines de son équipe. Michel Egrem, Satan, Alex Edmé, Roland Bozor, Jean Bozor, pour ne citer que cela. Mais on s'est retrouvé à former le FAC. Et on a fonctionné pendant des années en jouant contre des équipes un peu partout. Et à la fin du match, on faisait aussi un discours. On essayait d'expliquer aux jeunes pourquoi le FAC a été créé. Le FAC, on a créé une ambiance et les gens venaient voir comment ça circulait. Et je sais que je prends du temps, mais je vais te donner un exemple. Et à l'époque, j'ai entraîné pendant un petit moment le football de Saint-Claude. Et j'avais fait un match contre le FAC. Et ça s'est passé sous Potapit. Hein. Et au retour, j'avais avec moi un joueur très connu qui s'appelait Rudy Gorvas. Oui. C'est un très bon joueur, Rudy Gorvas, de mon équipe. Et dans le car, au retour, il me dit, entraîneur, puis c'est des gars qui sont entraîneurs, comme ça, entraîneur, mais nous ne pouvons pas comprendre. Non? Nous ne pouvons pas de nous. Et nous avons fait boire un boule là, et on a passé à Capri. Alors je lui dis, mais non, et bien ça c'est le football. Le football c'est un jeu de déplacement. Le gars c'est, et puis ça circulait. Et comme ça, ils nous avaient gagné. Puis on avait une bonne équipe. Mais le FAC a organisé aussi un tas de tournois. Je tenais à parler du FAC parce qu'on a passé de bons moments avec un tas de sélectionnés. Puis c'était que des sélectionnés et des gens qui étaient des capitaines d'équipe. Voilà. Merci infiniment, Julien Promeneur, pour cet entretien. Merci encore. Je t'en prie, avec plaisir.
Julien Promeneur, un nom qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est vrai, il nous a fait rêver. Et c'était un grand, et il restera toujours un grand footballeur. Une thématique que vous verrez très certainement mercredi prochain avec notre acteur, encore quelqu'un qui a beaucoup œuvré dans le football guadeloupéen. Voilà, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Catherine Lancry, eh bien, sans doute le mot de la fin. Peut-être que vous avez un conseil, peut-être à prodiguer à tous ceux qui regardent cette émission. Écoutez, je pense peut-être que je l'ai déjà donné, c'est-à-dire continuer à manger le plus possible local, mais je peux donner quelques petits détails, effectivement. Donner le plus possible manger local, lâcher donc les produits laitiers industriels, aller plutôt vers la chèvre et la brebis si vous voulez en consommer. Essayer de manger plutôt de la volaille que les viandes à 4 pattes, parce que ça reste 3-4 jours, 4 pattes, 3-4 jours dans l'intestin. Les volailles, par contre, 2 jours dans l'intestin. Et le poisson, on considère que c'est une patte. Donc, une journée dans l'intestin, il est évident que tout ce qui fâche l'intestin fâche l'immunité. Donc, on fait le rapport de cause à effet. Il est simple. Le steak, aujourd'hui, n'est pas forcément, en termes d'énergie, un bon choix. Il vaut mieux manger une bonne volaille, de la volaille qu'on a vu courir devant soi dans Guadeloupe. On a le choix d'avoir des bons œufs et des bonnes volailles de bonne qualité, dont on sait qu'elles n'ont pas été élevées dans des petites cages des pauvres. Voilà. Donc privilégions cette alimentation-là. C'est ce que je conseille aux gens que je suis en consultation. Et je fais également des consultations à distance. Je me permets de donner mes coordonnées. Bien sûr, Catherine, allez-y. Donc je suis joignable au 06 90 11 69 24. Voilà. Merci beaucoup. Merci Kathleen. Mais oh là là, Catherine Lancry, je finis quand même pour prononcer votre nom convenablement. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Je remercie aussi les autres intervenants, à savoir donc Lucien Galvani ainsi que Michel Kouakou, avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées, quelques difficultés techniques. Merci aussi à Yann pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée, en tout cas, chers amis téléspectateurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.